Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien mon écran partagé? Sophie, je sais pas. Oui, oui, c'est bon, oui, 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 oui. super, pardon. Donc voilà, moi je vais vous parler du parcours de soins HAS 2022, donc qui a été publié au mois de mars de cette année. Pardon, excusez-moi. Pour harmoniser un peu le parcours de soins, faciliter l'accès aux soins des patients suspects de maladies liées au tic. Et donc à partir de petites vignettes, on va essayer de prendre des exemples pour bien illustrer ce parcours de soins. Donc pour rappel, les maladies vectorielles liées au tic, il y a un trépied diagnostique, il y a le contexte d'exposition au tic. Alors je parle d'exposition puisqu'on ne retrouve pas toujours la piqûre de tic. Donc l'exposition au tic, c'est le contact avec la nature, les forêts, les prairies, les sous-bois et éventuellement ces activités de jardinage. Un tableau clinique compatible, éventuellement pour certaines maladie liée un tableau biologique sur la numération, sur le bilan hépatique compatible, et puis les tests microbiologiques qui viennent conforter. Et en fait, on n'a pas tout le temps cette triade, on a parfois que l'exposition et le tableau clinique compatible, et les tests microbiologiques qui viennent pas encore conforter parce qu'on est trop tôt, par exemple dans l'évolution de la maladie, ou parce que c'est des tests microbiologiques d'accès difficile, et donc que c'est des choses qu'on ne va pas avoir en pratique courante. Et donc, malgré tout ça, on a donc les maladies liatiques certaines, notamment la borréliose, et puis celles qui vont être possibles. Et donc, dans tout ça, il faut essayer de se débrouiller pour pas non plus prendre des patients qui pensent avoir une borréliose ou une maladie athique et qui n'en ont pas. Donc, le diagnostic, il est parfois assez simple et puis finalement il va se complexifier. Donc la borréliose de Lyme, c'est une incidence relativement élevée qui augmente sur les dernières années, là, à partir de 2019. C'est lié à la tique ixodès, donc qui est une tique dure qui est largement présente en France, notamment, enfin quasiment sur toute la France, un peu moins au pourtour méditerranéen. Et le taux d'infestation moyen en France des tiques ixodès est l'ordre de 12%, un peu on est voilà, aux alentours de 10-15% en Bretagne et beaucoup plus dans le Limousin ou dans l'Est de la France. Il y a des manifestations précoces, des manifestations tardives, et dans tout ça, il y a tout un lot de manifestations aspécifiques, c'est-à-dire qui peuvent se retrouver dans plein d'autres maladies, qui ne suffisent pas à faire le diagnostic, mais qui peuvent accompagner une borréliose de Lyme. Il y a aussi un certain nombre de symptômes dits persistants. Donc, pour les symptômes spécifiques, pardon, c'est l'arthrite, c'est l'érythème migrant, c'est les signes neurologiques, notamment les radiculites. Et puis il peut y avoir des signes persistants et de rares séquelles. Et finalement, ça peut avoir un mimétisme avec d'autres pathologies, ce qui rend parfois le diagnostic assez compliqué. Les autres maladies vectorielles athiques, elles ont une incidence beaucoup plus faible en Europe. Elles sont décrites, plus ou moins. On n'a par exemple pas d'encéphalite athique pour le moment en Bretagne. Il y en a dans l'est de la France. Il y en a très peu. Hein. On dénombre beaucoup moins de cas d'autres maladies vectorielles athiques que de la borréliose. Et c'est surtout des manifestations aiguës avec de la fièvre, des anomalies biologiques, éventuellement des signes cutanés qui sont très différents de ceux de la borréliose de Lyme. Et dans ce contexte, il y a tous ces symptômes qui sont parfois attribués aussi à une borréliose de Lyme ou une autre maladie vectorielle athique et qui peuvent, eux, relever de nombreux diagnostics différentiels. Et le docteur Raftin, qui est responsable du centre de référence des maladies vectorielles athiques de la région Paris-Nord, a rapporté son expérience sur 3 ans, donc voilà, où ils ont vu 569 patients dans un contexte soit multidisciplinaire, soit de consultation initiale dédiée à cette porte d'entrée-là, suspicion de maladie vectorielle athique. Et on voit qu'il y a à peu près comme dans toutes les études sur ces centres spécialisés, environ 10-12% de patients qui ont une borréliose prouvée, 8% qui avaient une borréliose possible, 10% qui avaient des séquelles de borréliose, et puis il y a 70% des gens qui relèvent d'autres diagnostics. Et donc c'est parfois compliqué de démêler le vrai du faux. Donc une prise en charge, on va dire, bien organisée et bien structurée doit aider les patients à trouver le meilleur parcours de soins possible. Donc il y a donc ce guide du parcours de soins du patient qui a été édité par la HAS en mars 2022. Il s'adresse soit aux patients avec suspicion de borréliose de Lyme, soit aux professionnels de santé qui peuvent être amenés à rencontrer des patients. Il y a des conseils de prévention, des conduites à tenir post-piqûre de tic, et puis ils redéfinissent le rôle des médecins traitants, des centres de compétences et des centres de référence ou des spécialistes de proximité. Pourquoi il a été fait? Pour essentiellement réduire l'errance médicale, faciliter et harmoniser la prise en charge sur l'ensemble du territoire et puis garantir la qualité et la sécurité des soins à tous les patients. Donc la première partie de ce parcours de soins, il concerne essentiellement le patient, c'est-à-dire soit
il est exposé aux tiques et donc il va potentiellement avoir une piqûre, c'est-à-dire il allait en forêt, il s'est promené dans un parc, il a fait du jardin, il s'occupe de ses prairies, soit il a effectivement eu une piqûre et il en est certain. Et donc les premières recommandations, c'est que devant... Ah, mon diaporama ne fonctionne pas. Ah si. Devant cette tique, il faut l'extraire. Et il faut l'extraire sans avis spécialisé. Et ça a été bien noté dans les recommandations de la HAS. Et en cas de difficulté d'extraction, c'est là où on peut demander soit un avis auprès du médecin traitant, soit auprès du pharmacien. Et donc le pharmacien peut aider aussi à l'extraction à l'aide du tire-tique. Je rappellerai que parfois il reste la tête parce qu'on l'a arraché, parce que les patients ils ont gratté et on n'a pas utilisé le tire-tique. En soi c'est pas très grave vis-à-vis du risque de transmission des maladies vectorielles puisque l'infection elle se trouve plutôt dans la lymphe, dans l'hémolymphe, dans le tube digestif ou dans les glandes salivaires de la tique qui sont plutôt dans le corps qu'à l'extérieur. Et la tête n'est que la partie en fait qui permet le passage, mais c'est pas ça qui fait réservoir. Mais par contre, ça peut donner des petits granulomes et une gêne du patient. Une fois qu'il a retiré la tique, le patient lui propose de surveiller la zone piquée, mais également son état clinique pendant environ 1 mois, tout simplement parce que c'est dans ce mois-là que va se révéler la plupart du temps des maladies liées aux tiques. Je suis plus trop sûre. À côté de ça, avant même d'arriver aux maladies, ça veut dire que les patients ils ont dû avoir une éducation à la santé, ils ont dû recevoir les conseils de prévention. Parce que si on veut qu'ils fassent ça tout seuls sans aller voir leur médecin ou leur pharmacien, ça veut dire qu'il a fallu leur en parler en amont. Donc il y a des campagnes de prévention, il y a des campagnes d'information, mais il y a probablement certains patients qui ne sont pas encore bien informés de tout ça. Et donc ça peut être, surtout au mois de mars, avril, au moment de la saison des tiques qui commence, ça peut être le moment de passer 3 minutes en consultation pour leur remettre un document de Santé publique France qui est une note d'information, pour leur parler d'éthique, de comment les retirer et de la conduite à tenir initiale. Le médecin traitant, il va être sollicité si, dans ce mois-là, dans cette période de surveillance, il y a des signes cliniques et le premier signe sur lequel il peut être sollicité, c'est l'érythème migrant. L'érythème migrant, je vous mets quelques exemples, c'est cette tache rouge, un peu en allure de cible avec un rehaussement périphérique qui va avoir une évolution centrifuge qui survient 3 à 30 jours après la piqûre de tique et qui évolue assez favorablement sous antibiotiques. C'est pas toujours facile de constater les érythèmes migrants. On voit celui-ci, il est très clair, très pâle. Il est sur le côté, il suffit qu'il soit dans le dos et que la personne soit seule, par exemple, elle peut ne pas s'en rendre compte. Donc le diagnostic, quand c'est typique, c'est assez simple. Il y a eu la piqûre, 15 jours après, on a une tache qui grossit pendant 6 jours. On fait facilement le diagnostic, mais c'est pas toujours aussi facile. Et là, parfois, il faut savoir juste prendre son temps. Donc j'ai mis quelques exemples. Donc la photo du haut, c'est la fille de ma voisine, qui l'été, il y a 2 ans, était dans le sud de la France et a présenté cette lésion un soir. Donc on pourrait y voir un érythème migrant, donc un petit rehaussement périphérique, probablement un petit point de piqûre. Il y avait des atypies, pourquoi? Parce que c'était discrètement prurigineux, qu'elle était dans le sud de la France où il n'y a pas beaucoup de tiques, mais il y avait beaucoup de moustiques. Et du coup, on a dit, on regarde. Et en fait, le lendemain, elle n'avait plus rien. Et là, c'est un autre patient pour lequel on avait été sollicité. C'est un patient immunodéprimé suivi en hématologie et il contacte son hématologue parce qu'il retrouve cette lésion là au niveau de son abdomen. Donc une petite tache centrale avec un rehaussement périphérique qui faisait 5-6 cm de large, qu'il n'avait pas remarqué auparavant, qui ne le gratte pas. C'est un patient qui travaille à la ville dans l'entretien des espaces verts de la ville. Donc potentiellement, il est exposé aux tiques. Bon, pareil, on ne s'est pas précipité, on lui a demandé de prendre une photo, J0, J1, et puis finalement à J1, il n'y a plus du tout cet aspect en cible, il reste une toute petite trace de piqûre, et en fait on a aussi une photo à J2 et J3 où tout avait disparu. Donc voilà, pour les érythèmes migrants, c'est le mode d'entrée le plus fréquent dans la consultation médicale après une piqûre de tique, mais malgré tout, il faut savoir ne pas se précipiter. Prendre 2-3 jours de recul, c'est tout à fait légitime et ça évite des antibiothérapies inutiles. À côté de ça, il y a tout ce qui va être des symptômes suivant une piqûre de tique. Symptômes qui peuvent soit évoquer une borréliose de Lyme, mais j'ajouterais une autre maladie vectorielle à tique. Et c'est dans ce cas-là où finalement on peut être amené à solliciter des spécialistes ou des centres de compétences, l'infectiologue de proximité, etc. pour étayer ces diagnostics-là.
Le premier exemple qu'on va prendre, c'est Éloi, 14 ans, que nous on a vu il y a 2 ans au centre de référence, pas d'antécédent particulier, il va très bien, il est scout. Et puis il a consulté début juillet pour un gros genou gauche, donc il y avait clairement un tableau d'arthrite qui finalement n'était pas très douloureuse, il n'était pas fébrile, il n'y avait pas une notion de traumatisme évident. Il avait déjà consulté une première fois pour lequel il y avait eu un traitement symptomatique en se disant on va attendre de voir ce qui se passe. Et puis finalement, il revient 3 semaines plus tard, parce qu'il a toujours ce gros genou. Il a perdu 6 kilos et puis voilà, se pose la question du diagnostic de cette arthrite. Il a eu un bilan radiologique au passage qui est parfaitement normal. Et donc là, c'est sûr que ça relève d'une prise en charge spécialisée puisqu'il faut faire une ponction articulaire. Une ponction articulaire pour éliminer des diagnostics différentiels, notamment une arthrite à staphylocoque, à streptocoque, à Kingella pour les enfants. Et puis, si c'était un adulte, une arthrite microcristalline notamment. Nous, on fera éventuellement une sérologie de Lyme qui, dans les arthrites de Lyme, revient positive dans plus de 98% des cas. Et éventuellement, il y aura une PCR Borrelia faite sur le liquide articulaire. Mais on va dire que ce sera presque du luxe. L'important, c'est déjà de le ponctionner pour éliminer une urgence infectiologique, de faire la sérologie, et puis une fois qu'elle est positive, on assoit le diagnostic d'arthrite de Lyme. Et donc là, dans un cas d'arthrite comme ça, dans ce contexte-là, c'est important d'avoir recours à des spécialistes qui vont faire la ponction, etc. Un autre exemple assez classique, c'est Monsieur B, donc il a 51 ans, alors j'ai mis habite Bru, tout le monde n'habite pas près de Rennes, mais c'est voilà, la périphérie de Rennes, pas d'antécédent particulier et qui a consulté début août pour une douleur de cuisse gauche qui faisait très sciatalgie, très radiculite hyperalgique, d'horaire inflammatoire. Et on retrouve une piqûre de tique quelques semaines avant, on va dire que c'était la saison. Donc le côté radiculite, que ce soit la paralysie faciale, très classique, ou une radiculite membre inférieur, membre supérieur, peuvent évoquer une borréliose de Lyme. Ça peut bien sûr évoquer un grand nombre de diagnostics différentiels. Et c'est un peu le caractère hyperalgique, inflammatoire, la piqûre de tique qui doit, on va dire, un peu plus s'orienter. De temps en temps, il n'y a pas tous ces critères-là. Et donc, il faut avancer probablement par petits pas, par diagnostic, on va dire, par ordre de probabilité. Mais c'est vrai que quand on vient à la campagne, qu'on s'est fait piquer, la probabilité d'avoir une borréliose au mois d'août, elle est quand même pas négligeable. Et là, la sérologie, elle va être interprétée avec précaution, puisqu'en fait, c'est une manifestation assez précoce de la borréliose de Lyme. Et si on fait une sérologie dans les 6 premières semaines, elle peut être authentiquement négative, alors qu'on a authentiquement une neuroborréliose débutante, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu encore le temps de faire ces anticorps. Et donc là, c'est probablement là qu'il faut savoir aussi prendre contact, soit avec le neurologue, soit avec le centre de compétences, l'infectiologue, de façon à pouvoir faire la ponction lombaire pour faire la recherche d'une synthèse intratécale et pouvoir ensuite traiter le patient correctement sans perdre trop de temps. Bien sûr, si on est au-delà de ces 6 semaines, que la sérologie est négative, la probabilité que ce soit une neuroborréliose est très très faible, et auquel cas c'est plutôt du diagnostic différentiel neurologique. Un troisième cas clinique assez, on va dire, typique qu'on a vu cet été, c'est un monsieur de 57 ans. Alors, normalement, vous auriez dû avoir les escarres post-piqûre juste avant ma présentation, mais on va faire dans l'autre sens. Donc, 57 ans, aucun antécédent, à part qu'il s'est fait piquer par une tique au niveau de la cheville, et puis finalement, en quelques jours, il a cette ulcération qui ne guérit pas, et un phlegmon inguinal. Il a un peu de fièvre, il est surtout asthénique, une biologie qui est parfaitement normale. Il a eu de l'augmentin pour l'adénophlegmon en se disant c'est un adénophlegmon surinfecté à staphylocoque ou streptocoque qui n'a absolument rien fait. Et donc on l'a également vu en consultation. On a des consultations rapides, on peut voir les patients en 48 heures pour essayer de faire ce diagnostic-là. Donc là, il a une ulcération post-piqûre de tique avec phlegmon. Et ça, c'est évocateur, par exemple, de rickettsiose, de tularemie. S'il n'y avait pas eu l'ulcération, on aurait pu aussi évoquer une bartonelle. Et donc, on a fait un prélèvement local. Alors, pour le coup, il avait un très gros phlegmon de 6 cm, donc on a fait le prélèvement en aspirant le pus du ganglion. On aurait pu aussi faire le prélèvement directement au niveau de l'ulcération, faire une PCR. Et en fait, c'est revenu positif à tularemie et il a été guéri très rapidement sous doxycycline. Et la sérologie s'est également positivée. Donc dans ces cas où finalement on a une hypothèse de maladie vectorielle à tique non Lyme, parce que l'ulcération, le phlegmon, la fièvre, c'est pas du tout évocateur d'une borréliose, mais par contre c'est évocateur d'autres maladies qui peuvent être transmises par les tiques. Donc là il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on fasse ces examens un peu moins de routine, comme les ponctions de ganglions ou la recherche par PCR sur les prélèvements d'ulcération. Un autre exemple, c'est un monsieur, 34 ans, qui vient pour fièvre et syndrome pseudo-grippal depuis 4 jours,
Contexte de week-end entre amis au bord d'un étang, piqûre de tiques et de moustiques de façon certaine. Et puis à la biologie, alors il n'est pas inquiétant le patient, mais il a une petite thrombopénie, une petite leucopénie. Et donc là, il a quelque chose qui suit des piqûres de tiques, mais qui est totalement, qui ouvre, on va dire, un grand champ de la médecine. Donc il faut vraiment évoquer bien sûr une maladie vectorielle à tiques sans rester bloqué parce qu'il y a plein de diagnostics différentiels. Il peut bien sûr faire une anaplasmose ou une encéphalite à tiques s'il était plutôt dans l'est de la France, parce qu'au départ ça donne un syndrome pseudo-grippal, pourquoi pas. Mais il a le droit aussi de faire une leptospirose, on n'a pas de bilan hépatique, mais il a peut-être la leptospirose au bord de l'étang, ou une primo-infection VIH, parce que c'était peut-être un week-end entre amis avec des rapports très rapprochés. Et donc il faut faire un diagnostic médical sans rester bloqué sur le fait qu'il s'est fait piquer par des tiques ou des moustiques, enfin des tiques en l'occurrence, et puis les moustiques, on sait qu'il y a eu quelques cas de dengue par exemple dans le sud de la France autochtone. Voilà, il faut rester l'esprit assez ouvert, mais ça fait penser à des maladies vectorielles à tiques, et là aussi on peut tout à fait solliciter un infectiologue pour discuter du dossier, soit directement il voit le patient, soit par téléphone, pour essayer de ne pas manquer des diagnostics qui seront utiles aux patients. Donc voilà un peu pour la première partie de ce diagramme. Et puis il y a l'autre partie où finalement il y a des gens qui viennent avec des symptômes et eux vous disent « Ah, au fait, je me suis fait piquer par une tique, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, je pense que c'est important d'avoir les idées bien claires. Il y a des trucs qui ressemblent, qui sont compatibles, puis il y a des choses, ça ne ressemble pas. Et il faut éviter d'aller s'engouffrer dans cette sérologie qui finalement parfois est un peu positive en IgM parce que les IgM ne sont pas spécifiques, etc. Et qui vont ensuite entraîner des difficultés d'interprétation. Donc là, c'est un patient qu'on avait vu, qui était électricien, qui vit à la campagne, il a eu plein de piqûres de tiques antérieurement. Et puis il s'était fait piquer et il a eu des douleurs rachidiennes, d'horaire mécanique, et il dit « j'ai vraiment mal au dos ». Puis finalement quand on le réinterroge, ça fait plus de 4 mois qu'il avait mal au dos, une recrudescence depuis 3 semaines alors qu'il travaillait pas mal. Sur les radios il y avait de l'arthrose et finalement c'était probablement juste une poussée d'arthrose inflammatoire chez ce patient-là sans aucun rapport avec une borréliose de Lyme notamment. Donc plutôt aller vers les diagnostics différentiels quand ça comme ça c'est pas du tout évocateur et donc pas faire de sérologie. À côté de ça, on a aussi parfois, on est sollicité sur des gens qui plaignent d'asthénie, de troubles dysplexiques, d'impression de brouillard mental, et vu qu'ils vivent à la campagne, exposés aux tiques, il y a pu y avoir cette question, est-ce que ça peut être une borréliose de Lyme? Finalement, on ouvre l'ensemble des diagnostics devant des troubles spécifiques comme ça, des plaintes fonctionnelles, et donc là, il faut faire un bilan étiologique qui est orienté par les symptômes, et éventuellement faire des outils standardisés, par exemple des scores fonctionnels et des scores pour l'impression de brouillard mental, on peut faire des MMS, etc., pour essayer d'authentifier les troubles et faire une analyse, on va dire classique, mais voilà, la borréliose de Lyme ne vient pas particulièrement faire écho dans cette présentation clinique. Et donc voilà un peu le tableau dans sa totalité. Et du coup, quand est-ce qu'on intervient, nous, en tant que spécialiste ou centre de compétences référence? C'est soit il y a une suspicion de borréliose, mais il y a besoin d'examens complémentaires, la ponction lombaire, la ponction articulaire, soit il y a une suspicion de maladie vectorielle à tiques qui nécessite une PCR, une ponction ganglionnaire, enfin des examens un peu plus particuliers. Et puis on peut aussi intervenir devant des signes persistants après un traitement antibiotique, c'est-à-dire on a soigné quelque chose, on pense que c'était de la borréliose, puis ça persiste. Voilà, on peut venir donner un peu notre expertise. Ou bien si cette suspicion de borréliose s'inclut dans un embroglio ou dans lequel il peut y avoir besoin d'avoir une structure pluridisciplinaire pour rechercher un diagnostic différentiel. Pour quelques exemples, une dame qu'on a vue il y a 2 ans maintenant, 56 ans, ça faisait 3 ans qu'elle était suivie pour des poussées multiples inflammatoires au niveau de son pied gauche. Elle avait vu beaucoup de docteurs, y compris des internistes, etc. Ils avaient évoqué l'insuffisance véno-lymphatique qu'elle n'avait pas sur le Doppler, une algoneurodystrophie qu'elle n'avait pas non plus, un trouble vasomoteur atypique unilatéral, et puis finalement elle avait vu un chirurgien vasculaire, et c'est le chirurgien vasculaire qui avait suspecté le diagnostic d'acrodermatite atrophiante. Elle a eu une sérologie de Lyme qui était très positive, comme dans toutes les acrodermatites atrophiantes. La sérologie de Lyme a une très bonne valeur prédictive positive. Et du coup, elle avait été vue au centre de compétences pour valider la durée de traitement. Donc effectivement, on l'a traitée pendant 28 jours de doxycycline. On a confirmé le diagnostic d'acrodermatite. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas eu de biopsie cutanée, ce qui aurait été assez élégant pour le confirmer. En fait, c'était vraiment très typique. Elle avait déjà commencé la doxycycline quand elle est arrivée. Donc on a juste validé la durée de traitement et on ne lui a pas imposé la biopsie cutanée. Et par contre, on l'a revue 4 mois plus tard pour voir l'évolution. Et l'évolution fait qu'elle était... ça faisait 3 ans que ça évoluait, donc elle était au stade de séquelles, et donc elle n'a pas complètement tout récupéré au niveau de son pied gauche.
avec toujours une peau un petit peu violacée et puis quelques petits troubles sensitifs associés. Une autre patiente que j'ai vue il y a 10 jours, elle avait été adressée pour des arthralgies inflammatoires avec sérologie de Lyme positive. En fait, c'était des arthralgies inflammatoires des mains qui évoluaient depuis mars. Il y avait clairement, comme vous le voyez sur la photo, une synovite au niveau de ses doigts. Elle avait un premier bilan qui montrait qu'elle était inflammatoire, des marqueurs de polyarthrite rhumatoïde qui avaient été évoqués qui étaient négatifs et une sérologie de Lyme qui était un peu positive puisqu'elle avait une bande une seule bande au Western blot, mais un ELISA qui était franchement positif. Son médecin traitant avait débuté la doxycycline. Il nous l'avait adressé pour faire un peu le débrouillage et finalement on n'a pas retenu bien sûr le diagnostic de borréliose. Pourquoi ? Parce que les polyarthralgies distales c'est très peu évocateur. On a plutôt des monoarthrites deux articulations et dans 96% des cas dans les études c'est le genou. Donc voilà, c'est peu évocateur. Il ne faut pas obligatoirement fermer la porte, mais voilà, c'était pas évocateur. La doxycycline n'a absolument rien fait. Et en fait, vu qu'elle avait qu'une seule bande, on peut imaginer qu'il y avait un peu de... Sa sérologie est peut-être une fausse positive avec des réactions croisées. On l'a montré au rhumatologue qui effectivement a confirmé le diagnostic de polyarthrite séronégative pour lequel elle a été mise sous corticoïdes. J'ai pas la suite puisqu'on l'a vu qu'il y a 15 jours, mais le diagnostic est rhumatologique. Une autre patiente qu'on voit, alors un profil assez classique qu'on peut voir dans les centres de référence aux compétences, c'est cette dame-là, 53 ans. Alors, c'est pas sa vraie photo, donc j'ai piqué une photo d'une publi qui avait déjà été suivie pour des lombalgies chroniques communes mais assez sévères qui avait fait qu'elle était en arrêt de travail, un syndrome anxio-dépressif dont elle s'était remise. Et elle a été piquée au niveau de sa cheville avec un aspect un petit peu atypique, vous voyez, avec un centre qui était échymotique mais retenu comme un érythème migrant puisque finalement... secondaire à la piqûre de tigre dans un délai compatible. Elle avait une sérologie de Lyme qui était, elle, très positive, qui avait été faite 2 mois plus tard. Et au décours, elle avait des céphalées, asthénie, sensations vertigineuses, des myalgies, paresthésie diffuse, donc elle n'était pas bien, et donc on l'a vu dans ce contexte-là. Donc 2 hypothèses ont été évoquées, soit en fait elle n'était pas en phase localisée, c'est-à-dire juste d'érythème migrant, mais en phase de dissémination précoce, il y avait peut-être déjà un ensemencement du système nerveux central liée à Borrelia. Donc on s'est dit peut-être l'amoxicilline à 3 grammes par jour, c'est insuffisant pour le système nerveux central. Donc elle a une ponction lombaire avec recherche de synthèse intratécale. Et puis on s'est dit sinon c'est des symptômes aspécifiques persistants post-érythème migrant. Pour faire la part des choses, alors on fait la ponction lombaire et puis on essaye de lui mettre de la doxycycline au sortir de la consultation parce que voilà, elle était vraiment pas bien. Pour ce qui est de la seconde hypothèse, on sait que l'érythème migrant, mais comme tous les stades de la maladie, est souvent accompagné de manifestations aspécifiques comme fatigue, céphalée, douleurs articulaires, musculaires, troubles de la concentration. Et donc vous voyez, c'est beaucoup. Là, c'était une étude cas contrôle où il y avait 52 patients qui étaient suivis pour un érythème migrant et 104 contrôles. Et vous voyez, il y avait plus du double des patients qui étaient fatigués, 6 fois plus qui avaient mal à la tête, 3 fois plus qui avaient des raideurs de nuque et un peu plus qui avaient des douleurs musculo-squelettiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien décrit. Et dans cette étude, à 12 mois, par contre, les patients avaient retrouvé le même taux de douleur, on va dire, banale que la population générale. Cette dame-là, donc on avait fait ces 2 hypothèses, finalement la synthèse intratécale était négative, donc pas d'argument pour un Neurolyme, la doxycycline n'a absolument rien fait. On l'a rediscuté en consultation multidisciplinaire parce qu'elle restait très gênée, elle a été vue par le neurologue et le rhumato également sur sa symptomatologie, et finalement la conclusion est qu'elle a évolué vers un trouble fonctionnel douloureux chronique assez sévère pour lequel on a proposé une prise en charge symptomatique qui petit à petit fait ses effets, mais qui va être longue. Cette dame-là, elle avait, en reprenant un peu différents aspects de son passé médical, avait déjà fait des troubles fonctionnels douloureux et on a l'impression que l'érythème migrant est venu un peu redéstabiliser et redéclencher ce trouble fonctionnel assez sévère. Juste par rapport aux troubles fonctionnels post-infectieux, c'est une diapo que j'ai empruntée à ma collègue Alice Raftin de la région Paris-Nord. La borréliose de Lyme, on peut l'imaginer comme un incendie. Il faut traiter l'incendie au moment où il est là avec des antibiotiques adaptés. Et puis après, il faut reconstruire pour redevenir fonctionnel. Et on a bien montré que là, à ce moment-là, refaire des antibiotiques, ça servait à rien. Il faut probablement proposer des prises en charge personnalisées, pluridisciplinaires. Mais à ce moment-là, les antibiotiques, c'est plus la ressource pour traiter les patients.
Et j'ai un dernier exemple, c'est une patiente de 62 ans qui n'avait pas d'antécédents. Elle était suivie en neurologie pour une découverte récente d'une neuropathie axonale motrice sévère, très évolutive, pour laquelle il y avait 3 hypothèses principales. Une neuroborréliose, donc la neurologue avait déjà fait une ponction lombaire avec une sérologie de Lyme, sang et ALCR, et cette patiente avait une synthèse intrathécale de Lyme, donc des arguments pour une neuroborréliose. Elle avait aussi une gammapathie monoclonale, donc il s'était posé la question d'une neuropathie sur gammapathie monoclonale. Et la troisième hypothèse était une pathologie dégénérative de type maladie du motoneurone. Elle avait été traitée 3 semaines par céphalosporine de 3e génération et en réinterrogeant la patiente, elle avait dit peut-être ça m'a un peu amélioré, mais je me suis réaggravée, etc. Donc du coup, on l'avait vu dans ce contexte-là. Et on avait remis en question le diagnostic de neuroborréliose. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y avait pas de composante sensitive du tout, et ça, c'est très atypique pour les neuropathies de Borrelia. Il n'y avait pas d'acrodermatite atrophiante, alors que c'est quasiment systématique dans les neuroborrélioses tardives européennes. L'autre chose, c'est qu'elle s'était pas franchement améliorée sous ces 3G et que l'aggravation s'était poursuivie à la suite. Et donc on lui a reproposé une deuxième ligne d'antibiothérapie sans trop y croire parce que dans notre staff multidisciplinaire, on était orienté sur le diagnostic de SLA vu les examens complémentaires. Cette deuxième ligne d'antibiothérapie, elle avait 2 raisons d'être. La première et la principale, c'est que la patiente, elle n'arrivait pas à accepter le diagnostic de SLA et que du coup, il fallait prendre en considération cette possible neuroborréliose qu'on ne pouvait pas exclure, puisqu'effectivement, elle avait une synthèse intrathécale. Donc, on a refait une bonne antibiothérapie, une seconde, qui n'a absolument rien amélioré. Et finalement, donc là, on a plus de 2 ans de recul. Et cette dame-là a eu des données électromyogrammes et cliniques qui ont confirmé malheureusement la sclérose latérale amyotrophique, pour lequel elle est suivie dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire adaptée. Juste pour cette neuropathie axonale qui est bien décrite, que l'on connaît bien, mais qui finalement est pas si fréquente que ça. Elle n'est pas connue aux États-Unis parce qu'ils n'ont probablement pas tout à fait la même Borrelia. Et c'est une neuropathie qui est sensitivo-motrice. En Europe, elle est quasiment tout le temps associée à l'acrodermatite atrophiante. Elle est plutôt unie que bilatérale. Et c'est plutôt de la poly que de la mononeuropathie. Et cette neuropathie axonale de Lyme, c'est jamais une polyneuropathie symétrique longueur dépendante. Et donc, ça exclut déjà un certain nombre de patients. Et quand on retrouve ça, il faut bien sûr y penser, mais penser à tous les diagnostics différentiels qui finalement sont quasiment plus fréquents que la neuroborréliose de cette forme-là, même si ça doit faire partie du panel des hypothèses recherchées. Donc, et s'il y a une dernière présentation pour laquelle vous pouvez avoir besoin de recourir à des centres de compétences, c'est des patients qui ont des ordonnances de ce type-là, pour lesquels là, vous voyez donc Biltricide, qui est un antiparasitaire, du Bactrim, de la rovamicine, du plaquenil qui n'est pas du tout un anti-infectieux, qui est plutôt un immunomodulateur, du fluconazole qui est un antifongique, de la doxycycline, donc ça effectivement ça marche sur les maladies vectorielles-lactiques, du ceffuroxime, ça a une activité assez modérée, et puis à nouveau là on voit de l'ivermectine, donc un antiparasitaire. Donc c'est ce genre d'ordonnances-là où il y a énormément d'anti-infectieux, sont des ordonnances sur lesquelles il faut avoir une vigilance, une alerte. Et donc là, c'était un patient de 43 ans qui avait un syndrome polyalgique chronique rapporté à une borréliose de Lyme et une babésiose sur des examens qui avaient été faits en Allemagne dans des laboratoires, on va dire, qui n'utilisent pas des techniques validées par le CNR et qui ont des sensibilités, des spécificités surtout trop basses pour pouvoir être validées. Il était sous anti-infectieux plus ou moins séquentiel de ce type-là depuis plus de 3 ans et il était venu pour un renouvellement d'ordonnance suite au départ de son médecin traitant habituel. Et donc on nous l'avait adressé. On a déjà eu également des cas de patients qui ont été adressés, des appels de pharmaciens qui nous ont demandé est-ce que par rapport à cette ordonnance, qu'est-ce que je fais, je délivre pas, est-ce que vous voulez pas les voir. Donc ça a été aussi des modes d'entrée dans nos circuits. Donc quand on a des patients comme ça qui ont des histoires souvent un peu chroniques, on reprend l'ensemble du diagnostic, la clinique, tous les examens complémentaires. Donc c'est vraiment très important pour nous de recueillir une synthèse de la part du médecin pour avoir l'ensemble des avis qui ont déjà été demandés. Souvent des gens qui ont vu le rhumato, le neuro, qui ont déjà eu des IRM cérébrales, des IRM médulaires, etc. Donc on a beaucoup d'examens complémentaires. Et donc qu'on puisse faire revoir tout ça
avec une synthèse médicale initiale, c'est vraiment très important. On les passe en RCP, donc en réunion de concertation pluridisciplinaire si besoin, notamment pour rechercher des effets secondaires ou des toxicités. Un certain nombre de patients, alors là c'était pas le cas sur cette ordonnance, mais peuvent avoir pris du TikTok, par exemple, qui a une neurotoxicité qui peut être irréversible, et donc finalement ils peuvent se présenter avec une authentique neuropathie, mais qui est toxique, liée au traitement qu'ils ont pu prendre pour une borréliose suspectée. On essaye de poser des diagnostics. Alors pour le coup, là aussi, c'est un trouble fonctionnel très sévère et de proposer des prises en charge adaptées à chaque patient. Et on explique aux patients toute cette démarche. En général, on les revoit également pour s'assurer, parce que finalement, quand ça fait 3 ans que les gens s'investissent dans la prise de ces antibiotiques, notre objectif n'est pas d'être frontal avec eux et de leur dire vous faites n'importe quoi. Pas du tout. Ils ont été pris en charge par un médecin qui les a écoutés et qui a fait ce qu'il a jugé à ce moment-là le mieux. Et donc voilà, on essaye de travailler avec eux pour que ils puissent abandonner ces antibiothérapies ou ces traitements anti-infectieux prolongés qui n'ont pas lieu d'être et qui risquent de les exposer à des complications. Dans une étude, dans l'étude que je vous montrais tout à l'heure, il y a une association négative entre une évolution favorable à 12 mois de prise en charge dans un centre de référence et le fait d'avoir une longue durée d'évolution des symptômes avant la première consultation, et également le fait d'avoir une prescription d'antibiotiques non recommandée. Donc c'est sûr que on essaye de travailler pour qu'il y ait de moins en moins de ce type d'antibiothérapie qui finalement n'est pas bénéfique aux patients. On sait qu'il y a des risques d'interaction médicamenteuse qui ne sont pas négligeables, et quand on met autant de médicaments en même temps, je ne suis pas sûre qu'on contrôle l'ensemble de ces interactions. Et il y a des effets secondaires qui sont notables, soit individuels, mais c'est également collectif en termes d'augmentation du niveau de résistance bactérienne, donc il faut être vigilant. Et on peut signaler ces ordonnances inappropriées à la CPAM par exemple, ou via les centres de compétences. On pourra les faire remonter pour essayer d'améliorer la formation et s'assurer que les patients, que ce ne soit pas renouvelé éventuellement. Et donc les centres de référence sont là pour soit confirmer des borrélioses prouvées, s'assurer que le traitement c'était le bon, les bonnes doses, les bonnes recommandations et que l'évolution est favorable. Quand c'est douteux, que c'est une borréliose possible, on est là aussi. Et puis, on peut voir les patients qui ont des signes persistants après traitement conforme ou des diagnostics différentiels recommandés. Le centre de référence, il va avoir globalement le même rôle, notamment pour les patients de proximité. On est centre de compétences, bien sûr, pour les patients de notre bassin de population. Et en plus, on va rajouter les RCP qui sont accessibles. Alors, actuellement, c'est surtout des gens des centres de compétences qui peuvent nous présenter des patients, mais on est tout à fait ouvert à ce qu'un patient puisse être présenté par n'importe quel médecin qui veut présenter son patient en RCP à partir du moment où la synthèse a été faite. On décide ou pas d'une seconde ligne, éventuellement dans le cadre de protocoles de recherche, et puis on assure aussi la relation avec les associations de patients de façon à optimiser et d'améliorer la prise en charge des patients suspects de maladies attiques, qu'ils aient ou pas d'ailleurs une maladie attique au final. Donc si on peut conclure, je pense que je suis à peu près dans le timing, c'est que c'est une vraie maladie, la maladie de Lyme, et qui n'est pas rare, alors que les autres maladies vectorielles lactiques sont beaucoup plus rares, que c'est pas du tout les mêmes tableaux. Il y en a un, c'est plutôt les grands tableaux cutanés, rhumato et articulaires, sans contexte fébrile, alors que les autres maladies attiques, c'est des maladies aiguës, fébriles avec des anomalies biologiques. Le trépied diagnostique, il est fondamental, même si c'est pas toujours facile, puisqu'il y a des manifestations qui sont multiples, précoces, tardives et parfois peu spécifiques, mais il faut quand même essayer d'avoir ce raisonnement-là. Et puis on essaye de favoriser des prises en charge précoces, adaptées aux recommandations, et le recours au CRMVT, il est là pour expertiser, pour avoir le côté pluridisciplinaire, et puis ensuite se mettre en lien avec le médecin traitant et assurer la prise en charge aussi dans le réseau de proximité, parce que les patients n'ont pas vocation à être suivis à distance, loin de chez eux, c'est probablement pas bénéfique. Et par exemple, j'ai été sollicitée, j'ai vu une dame aujourd'hui qui avait fait un érythème migrant diagnostiqué au bout de 2 mois et demi d'évolution et bien traitée. Son médecin traitant nous l'avait adressé parce que elle était étonnée que la sérologie était positive. Finalement, c'est juste parce qu'elle avait été faite un peu tardivement et parce que la patiente en fait s'inquiétait énormément du risque évolutif, etc. Je l'ai vue et je pense que la patiente est repartie rassurée. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu à la fin. Et par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur la maladie de Lyme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler votre centre de compétences, votre infectiologue ou vos spécialistes à proximité. Nous, il y a la ligne d'avis en maladies infectieuses, soit téléphonique, soit par la plateforme OmniDoc, ou bien le mail du CRMVT sur lequel on peut répondre tout à fait à des questions médicales. Voilà, je vous remercie. Je vous écoute pour des questions s'il y en a.
Merci Solène, c'était très clair. Je pense que tu as bien souligné l'articulation un petit peu médecin, enfin, de premier recours, même pharmacien sur l'aide pour les patients pour l'extraction d'éthique, et puis même un petit peu les éduquer sur les mesures de prévention et d'inspection quand on a retiré une tique. Et je trouve que tu as bien souligné aussi le rôle que nous, on pouvait avoir sur l'aide pour faire des diagnostics différentiels et surtout aussi faire des gestes qui sont importants, hein. Toute arthrite, on doit systématiquement éliminer une arthrite septique, quel que soit le contexte. Et c'est sûr qu'en médecine de ville, c'est plus compliqué de faire une ponction articulaire que dans un service de maladies infectieuses. Voilà, et puis toutes les situations cliniques qu'on peut voir aussi, nous, dans nos centres, avec des patients qui sont des fois un peu compliqués. Et tu as bien souligné aussi le rôle des RCP, où on est vraiment plusieurs médecins à réfléchir sur des dossiers parce qu'on n'a pas forcément, nous, en tant qu'infectionologues, les réponses pour tous les patients. Voilà, je trouve que ce rôle est important aussi au sein de nos centres, du coup. Voilà, et puis les recours aussi face aux patients un petit peu en errance diagnostique. Et c'est vrai que nous, des fois, on a plus facilement accès, je vois nous en Sarthe, aux médecins de la douleur. Et après, c'est sûr que c'est aussi des filières de prise en charge des patients qui sont plus faciles, des fois par rapport à de la médecine de ville, où on est des fois un petit peu bloqué sur certaines prises en charge. Voilà. Alors, je regardais un petit peu dans les questions qui étaient posées. Alors, Voilà, ça y est, moi j'y suis. Quelle est la ouais, j'arrive pas à différence voir, ouais. entre CRMVT et CCMVT? Donc, le Ah oui. CRMVT, c'est le Centre de référence des maladies vectorielles lyotiques. Donc, pour la région Grand Ouest, c'est Rennes. Et les centres de compétences, ce sont d'autres centres hospitaliers, universitaires ou non, répartis sur le territoire. Donc, bah, il y a Le Mans, où travaille le docteur Blanqui. Il y a Quimper, où travaille le docteur Saïdani, qui fera la présentation suivante. On a aussi Lorient, Brest, Nantes, La Rochelle, Angers, Tours, Orléans, Caen, enfin, donc il y a une carte qui a dû tourner au départ, j'en ai probablement oublié. Et donc, en termes de prise en charge des patients, on va dire la structure est la même, c'est-à-dire c'est centré sur le service de maladies infectieuses et puis des correspondants d'autres spécialités, rhumatologues, neurologues, médecins de la douleur, effectivement, éventuellement, enfin, nous on a le parasitologue qui s'occupe des sérologies de Lyme qui peuvent se réunir au sein de RCP et puis favoriser les parcours de soins ou les demandes d'avis. Et le CRMVT a en plus une mission de coordination pour des actions soit de formation, soit de recherche, de publication, et puis de liens avec les associations de patients sur lesquelles on travaille également. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et après, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si rappeler aux patients de s'inspecter après les balades à risque, oui, je pense que c'est quand même important. Enfin, ça, c'est de l'éducation à la santé qui se fait au fur et à mesure. On va d'ailleurs faire avec les centres de référence et les centres de compétences une journée en mai pour rappeler ces mesures de prévention, ces mesures voilà, de vigilance pour que l'information diffuse le plus possible. Il y a aussi des spots Santé publique France, il y a le CITIC qui fait également ce genre d'éducation, si on veut, à la santé. Et puis on trouve dans des articles, oui, dans des articles de presse, souvent en avril-mai, il y a quand même un certain nombre d'articles de presse qui rappellent également tout ça. Il y a une question sur les traitements de première attention en cas de forte suspicion de Lyme et s'il y a des résistances, euh, notamment, je pense à la doxycycline dans la question qui était posée. Alors, ce qui est recommandé actuellement, c'est soit la doxycycline, donc pour un érythème migrant qui représente les formes majoritaires de borréliose de Lyme, c'est soit la doxycycline pendant 14 jours, soit l'amoxicilline.
également pendant 14 jours en cas d'allergie. Chez un enfant de moins de 8 ans, donc on sera plutôt sur de l'amoxicilline, je vois passer la question, ou éventuellement de l'azithromycine en cas d'allergie. C'est ce qui est recommandé. En termes de résistance, alors c'est une bactérie qui pousse pas très facilement. On n'a pas d'antibiogramme comme on peut avoir avec un staphylocoque ou un streptocoque. Il n'y a pas de résistance décrite au point de vue microbiologique à ces molécules-là, donc c'est plutôt rassurant. Ça rejoint un peu ce qu'on sait de d'autres spirochètes comme la leptospirose ou la syphilis. La syphilis, c'est une bactérie qui est toujours sensible à la pénicilline G, et on est un peu dans ce même cadre de bactéries, voilà, spirochètes. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. A priori, non, du coup. Merci. Bah, merci, merci Solène. Voilà. Merci à vous.